Bienvenue ce soir, vous êtes très nombreux, je vous remercie beaucoup d'être venus si nombreux. Je pense que tout le monde va avoir une place, mais on y est presque. On est tous ici ce soir venus écouter une conférence de Jean-Louis Etienne, médecin explorateur. Nous avons la chance de recevoir ici ce soir à Étampes, dans cette salle. Donc je tiens à le remercier au nom de toute l'équipe de la bibliothèque et toute l'équipe qui organise ce cycle de conférences qui s'intitule La Question, qu'on déroule 3 à 4 fois par an. Merci beaucoup Monsieur Jean-Louis Etienne par avance de votre conférence et de votre générosité dans votre réponse à notre invitation. Je tenais aussi à remercier son éditrice Fabienne Reichenbach, éditrice aux éditions Paulsen, qui nous fait aussi le plaisir d'être là ce soir. Monsieur Philippe Beaune, évidemment, notre complice depuis le début sur ces conférences La Question, avec qui on travaille, qui nous fait plein de propositions super et avec qui on a la chance de travailler sur ces rendez-vous. Madame Chantal Nicolas aussi, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir et qui du coup nous a aidé aussi ce soir dans le montage de cette soirée, ainsi que Monsieur Gourdien, le libraire de l'espace-temps à Aigli, qui assurera juste après la rencontre une petite séance une table de vente qui permettra aussi, si vous le souhaitez, d'acquérir des livres et puis de faire dédicacer par Jean-Louis Etienne ses ouvrages. Sur scène également, je tiens à remercier les 3 lycéennes du lycée Geoffroy Saint-Hilaire qui sont avec nous ce soir et qui ont préparé des questions. Les 3 courageuses, je crois qu'elles ont une dure matinée demain matin avec plein de contrôles. Elles sont quand même là, donc vraiment je tiens à les remercier. Elles font elles sont en terminale scientifique en option SVT. Enfin, je remercie aussi évidemment l'établissement Barthélemy Durand qui nous reçoit ce soir, et notamment Madame Batilly, avec qui nous avons noué ce partenariat depuis le début, et qui nous permet de vous accueillir aussi nombreux, puisque ce cycle de conférences est proposé par la bibliothèque intercommunale d'Étampes, qui ne pourrait pas tous vous accueillir aussi nombreux, puisque nos locaux sont beaucoup plus petits que cette salle. Voilà, je ne vais pas retenir plus longtemps le micro, je vais le passer à Monsieur Beaune, qui va vous présenter un petit peu le déroulement de la soirée. Merci. Merci beaucoup. Donc, merci aussi à tous là d'être venus aussi nombreux. En fait, vous êtes même de plus en plus nombreux, quelquefois même viennent d'une planète aussi lointaine que Paris. Alors, pour que mon introduction ne soit pas trop longue et ne prenne pas plus de temps que la conférence et le débat réunis, je vais essayer d'être obligé de présenter Jean-Louis Etienne un peu par mots-clés, parce que quand on va regarder sur Internet tout ce que vous avez fait, vous avez été tourneur-fraiseur, vous avez une formation de tourneur-fraiseur, vous êtes médecin, chirurgien orthopédiste, peut-être une variété de tourneur-fraiseur, je ne sais pas, scientifique, biologiste, nutritionniste, marin, entre autres vous avez été médecin au bord du bateau d'Éric Tabarly, le Penduic 6, si je ne me trompe pas, alpiniste, océanographe, spécialiste d'épaule, que vous avez atteint tous les deux en solitaire, et entre autres en traîneau pour le Nord, je ne sais pas, je ne me souviens plus comment vous êtes allé pour le pôle Sud. Vous êtes un spécialiste des expéditions aventureuses et scientifiques, à pied, en bateau, en plateforme bientôt, d'après ce que j'ai compris, puisque vous allez organiser une nouvelle expédition avec une plateforme. Semble-t-il, c'est difficile de monter cette expédition. Écologiste et climatologue. Accessoirement, vous avez dirigé les instituts océanographiques à Paris et à Monaco. Et donc, contrairement à ce que dit Pierre Dac, vous êtes bien parti de zéro, mais vous n'êtes pas arrivé à rien, bien au contraire. D'autant qu'il faut ajouter que vous êtes écrivain, puisque vous allez faire des dédicaces, homme de radio et télévision, et puis conférencier. Donc, je crois que j'ai dit à peu près le minimum du principal, pour que ça aille rapidement. Mais en fait, on s'aperçoit quand on regarde surtout vos expositions que vous êtes partout, et je pense que vos amis s'inquiètent pour savoir où vous êtes. Qu'il y a eu ils ont même fait une pièce de théâtre, puisqu'apparemment ils vous avaient perdu. Donc nous, on est très contents que vous soyez ici. On vous en remercie infiniment, d'autant que je crois savoir que vous avez limité vos interventions pour préparer cette nouvelle expédition et que vous avez choisi Étampes pour une de vos dernières conférences avec votre nouveau départ. Donc je vous passe le micro, je vous remercie infiniment et vous allez nous parler de pôle Nord, pôle Sud. Que nous apprennent-ils sur le climat ? Merci infiniment.
celui-là. C'est bon. Bonsoir. Vous me faites signe? Non, tout à l'heure, c'est à la fin. Vous avez oublié quelque chose? C'est à la fin. Ah oui, il y a le tirage de l'euro-million ce soir. Bien, c'est vrai que j'ai 72 ans, donc ça fait longtemps que ça a commencé. Et je n'avais pas les notes pour entrer en 6e. Vous m'entendez bien là? Bon, j'avais pas les notes pour entrer en 6e. Ouais, ça commençait pas bien. En fait, je me suis intéressé à l'école quand j'étais dans un petit village où je suis né. On était 6 à l'école. C'était facile d'être premier. Et après, on est allé à la ville. Déménager vers Castres, c'est une ville du Tarn. Et j'ai été malheureux. J'étais malheureux en ville et je ne me suis pas tellement intéressé à l'école. Et en fait, je voulais faire menuisier. J'avais organisé à la maison, sous l'escalier, un petit atelier, et je bricolais. Et je voulais faire menuisier, donc ça m'allait bien, donc j'ai passé le certificat d'études primaires, donc ça n'existe plus. Ça. C'était, on le passait à 13 ans, 13-14 ans. Et donc j'avais fait des tests d'aptitude psychotechnique pour l'orientation professionnelle. Et donc on avait un petit carré comme ça avec un stylo qu'on devait déplacer avec 2 mallettes. Et en fait, une tournait dans ce sens et l'autre à l'autre. Donc apparemment il fallait suivre un S, apparemment je me souviens très bien, il fallait suivre un S comme ça et apparemment j'avais dû faire ça bien. Donc collège technique. Donc j'ai passé le concours. Donc j'ai été admis au collège technique en pension. Et donc je me suis inscrit en menuiserie, mais il n'y avait plus de place. Et donc on m'a orienté ajustage sur métaux. Donc j'ai fait cette formation de tourneur-fraiseur. Quand vous commencez la première année, on avait 14 ans, on avait 40 heures par semaine. Donc on nous préparait à ce que ça allait être la vie. On avait 16 heures d'atelier, puis du dessin technique, de la technologie de construction, technologie des matériaux, puis de la culture générale. Et on nous avait donné un bloc de 10 cm, à peu près un bloc de métal, et 3 limes. La douce, l'allemande et l'avatar. C'est 3 limes, et on lime. On passe un an à limer, faire des surfaces planes, des surfaces d'équerre, mais avec une grande précision. On terminait au grattoir, c'est là qu'ils savent ce que c'est, mais donc on faisait déjà du travail avec une certaine précision. L'année après, on faisait du tour, de la fraiseuse, de l'étolimeur, toutes ces machines, mais qui n'étaient pas, comme aujourd'hui, programmées. Donc on faisait ça à la main, et moi j'aimais ça. J'aimais ça, donc du coup, je me suis un peu plus recentré sur l'activité scolaire. Et donc il y a le prof de maths qui avait dit, on était quelques-uns comme ça, et le prof de maths a dit, peut-être cela, on pourrait les amener vers le bac technique. Le bac technique avait été créé il y a quelques années auparavant, et donc j'ai bénéficié de ça. On était 4 ou 5, donc on est rentré en seconde, et on a passé... bon, avec le bac, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec le bac? Donc vous n'avez pas imaginé que j'allais avoir le bac. Et donc tout était possible, c'était génial. Et donc j'ai décidé de faire médecine. Donc j'ai fait médecine à Toulouse. En 2e année de médecine, c'était mai 68. Et on avait des AG, Assemblée Générale. Et on avait des thématiques sérieuses. Et je me souviens au bout de 15 jours, 3 semaines, qu'on avait des AG, ça traînait un peu, l'amphi était dégueulasse. Et il y avait 2 thématiques le soir. De l'utilité du doyen, on va dire, et l'autogestion des universités. Donc vous voyez, après 3 semaines de révolution, des sujets quand même un peu complexes. Quoi, hein. Bon, enfin, le doyen, on l'a vite éliminé. Quoi, hein. Pour ou contre le doyen, à l'unanimité contre. Personne ne savait très bien à quoi servait le doyen, mais de toute façon, on était contre, donc ça allait bien. Et 2e sujet, autogestion des universités. Ça, c'est du sérieux. Et donc, assez vite, je me souviens qu'il y a eu 2 clans qui se sont opposés. Un qui avait une vision beaucoup plus communiste de l'affaire, et une autre partie qui voulait privatiser les universités. Et je me suis rendu compte que là, on avait atteint la limite du sérieux quand même des conversations en masse comme ça, sur des sujets qu'on était, la majorité, à ignorer quand même le détail et la portée. Et je suis parti j'ai quitté le front,
Et je me suis rapproché de l'hôpital, j'étais à l'hôpital et j'ai demandé à un chef de clinique si je pouvais regarder les opérations. Il m'a dit, ben, venez. Donc tous les matins, j'étais là dans ce bloc opératoire. Quand on n'a rien à faire dans ce bloc, on vous habille le calot, il vous reste l'eau du mur. Donc il me voyait tous les jours, le chirurgien. Et de temps en temps, il me dit, venez voir Étienne. Donc il me montrait un peu dans le trou, je ne voyais pas grand-chose, mais c'était les premiers cours d'anatomie. Et un jour, il y avait une urgence de la main qui est arrivée, c'était au mois d'août, début août. Il y avait l'interne qui était parti dans le bloc, dans le service. Et donc, le chef de clinique a dit à Madame Massad, qui est chef du bloc, habillez Étienne. Ça, c'est un grand moment de ma vie. Habillez Étienne. En chirurgie, on vous habille, vous lavez, et puis donc vous ne touchez pas les vêtements, c'est en stérile. Et donc là, c'était un coup de foudre formidable. J'ai retrouvé, si vous voulez, en chirurgie, le geste manuel en médecine, quoi. Et donc j'étais absolument passionné, donc j'étais tout le temps enfourré là. Il m'avait pris à la bonne, le chirurgien, il m'appelait de temps en temps, donc j'étais en deuxième année, puis après j'étais en troisième année, on était rentré, il m'appelait, il me disait, allez venez, j'ai un estomac, venez, j'ai un truc comme ça qui est sympa. Voilà, donc il m'appelait et je venais faire des aides opératoires. J'ai fait donc depuis la troisième année de médecine, on fait des aides opératoires, et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai gagné ma vie et que j'ai payé mes études. Je travaillais dans une clinique comme aide opératoire, le chirurgien il a besoin de 2 autres mains, et donc voilà, ça a été un coup de foudre. Donc j'ai passé le concours d'internat, et j'étais interne en chirurgie, et j'étais passionné par l'orthopédie. J'ai retrouvé, si vous voulez, l'orthopédie, vous l'avez signalé Philippe, c'est ça quoi, on met des plaques, des vis, des broches, des clous. Moi j'avais un CAP, j'avais une longueur d'avance, et j'ai adoré ça. Mais il y avait quelque chose qui était plus fort que tout, c'était l'envie de faire des expéditions. Ça c'est depuis tout petit. Tout petit, j'avais envie de faire des expéditions. Moi je suis venu dans ce village, dans la campagne, derrière chez moi il y avait les champs, j'avais des animaux apprivoisés, j'avais des pies, j'avais apprivoisé des tourterelles, des oiseaux que j'allais chercher dans les nids. Et j'aimais vivre dehors et je m'inventais des histoires. J'adorais la montagne. Je vous parle du Tarn. Le Tarn, dans les loins, c'est très agricole, mais je rêvais de montagne avec Frison Roche. Frison Roche, c'est un écrivain de la montagne, de Chablis. Et je suivais, j'avais une photo en 3 volets comme ça, du massif du Mont Blanc, et je lisais Frison Roche, et je regardais par où il passait, je connaissais l'emplacement des refuges, des glaciers, etc. Donc je rêvais de montagne, d'expédition. Et je me suis dit, là, peut-être c'est le moment de faire une expédition. Donc j'ai proposé mes services de médecin pour faire des expéditions. Et c'est comme ça qu'après, pendant 12 ans, j'ai fait beaucoup d'expéditions, dont la course autour du monde avec Tabarly, j'ai fait des expéditions en Himalaya, à l'Everest, enfin pendant 12 ans, pendant 12 ans, j'étais médecin d'expédition. Et à un moment donné, je me suis dit, c'était exactement à la face nord de l'Everest, côté tibétain. J'étais au camp 2, tout seul. En attendant, on avait 4 gars qui étaient bloqués à 8000 mètres. Ils s'étaient fait bloquer par le mauvais temps au camp 5. C'était à 8000 mètres et on ne reste pas longtemps. À 8000 mètres, on manque beaucoup d'oxygène. Et donc j'étais monté au camp 2 avec l'oxygène, avec du matériel, en espérant qu'ils allaient descendre. Et je me souviens, j'étais sous ma tente, il y avait beaucoup de vent, il y avait des avalanches. Enfin, j'étais à l'abri, j'étais sur une arête. Et j'ai senti que la prochaine fois, ça serait mon expédition. Et le pôle Nord s'est imposé comme quelque chose que je pouvais faire. Parce que c'est pas technique le pôle Nord. Le pôle Nord, c'est au milieu d'un océan. Le pôle Nord, au milieu d'un océan qui s'appelle l'océan Arctique, et qui est entouré de terre, donc la Sibérie, le Canada, c'est une mer fermée, c'est une Méditerranée. La Méditerranée, ça veut dire une mer au milieu des terres, et l'océan Arctique est pareil, une mer fermée entre le détroit de Bering et puis de l'autre côté, le détroit du Fram. C'est assez étroit, et au milieu se trouve le pôle Nord. Et pour aller au pôle Nord, il faut marcher sur la mer gelée. Et donc c'était un parcours à la fois maritime, puisqu'il y a une navigation pour l'atteindre, et un parcours de haute montagne, de glace, des choses que je connaissais déjà. Et techniquement, ce n'est pas compliqué. Tirer un traîneau, je suis sûr que dans les 10 secondes, vous êtes capable d'apprendre à tirer un traîneau. Bon, mais là, vous avez compris, tirer un traîneau, c'est un coup de rein permanent. Et j'ai monté cette expédition, ça m'a pris 1 an pour la monter. En 85, j'ai échoué, au bout de 15 jours. Et je suis revenu en 86, j'avais compris que le traîneau n'était pas adapté, le sac de couchage n'allait pas, enfin j'avais du nouveau matériel. Et donc, c'était très difficile.
Très difficile parce que c'est extrêmement chaotique. Donc le pôle Nord est au milieu de l'océan qui est gelé. Donc la banquise dérive avec le vent, elle dérive avec le courant, elle part du détroit de Bering et elle vient s'écraser contre le nord du Canada. Donc c'est un chaos énorme. Les 200 premiers kilomètres, c'est extrêmement chaotique. On ne voit pas l'horizon, il y a des murailles de glace, donc on hisse le traîneau de l'autre côté, on avance. Je faisais 8 km par jour au début, et j'avais à peu près 1000 km à faire. Et donc je me disais, je n'y arriverai jamais, j'avais envie d'abandonner. Et j'ai résisté à toutes ces tentations de l'abandon. Je ne sais pas comment j'ai fait. Mais j'ai réussi, je pense, parce que j'étais seul. Personne n'avait fait ça avant moi. Il y avait 4 Finlandais qui avaient réussi en tirant leur traîneau comme ça, 2 ans avant. J'avais été les voir en Finlande. On m'avait dit seul, mais c'est impossible, quoi. Et je m'étais mis ça en tête quand même que je devrais pouvoir y arriver. Le gars là-haut qui tenait l'auberge à Resolute m'avait donné 1% de chance la première fois. J'avais échoué, il avait raison. Et la deuxième, il m'a donné 2% de chance. Donc je partais avec un lourd handicap de confiance. Mais j'avais appris, je savais. Et donc j'ai tenu j'ai eu moins 52 dans ma tente. Ça c'est le plus froid que j'ai eu, c'est extrêmement froid. L'avantage c'est qu'on est à l'abri du vent, et quand à minuit par là vous êtes réveillé par le froid, vous avez tout dessus, qu'il n'y a plus rien à faire qu'attendre 8h du matin que le jour revienne pour partir. Donc c'était un peu long. Donc je savais ce que c'était que l'hypothermie, j'avais un peu connu ça en montagne, déjà sur des bivouacs un peu limites. Et donc je contrôlais. Je pense que si on avait été au moins 2, on se serait convaincu qu'on n'avait rien à faire là, quoi, et qu'il était temps de se barrer. Et donc j'ai résisté. Alors quand on n'est pas bien comme ça, il faut faire des tables de multiplication. 7 x 5. Si vous n'avez pas 35, et il faut connaître la table. Mais quoi, c'est un minimum. Mais si vous voyez ce que je veux dire, si vous n'arrivez pas à visualiser la réponse, voilà, donc je connaissais tout ça pour avoir connu une situation. Et j'ai résisté à toutes ces tentations, mais à un moment donné, c'était plus fort. Je me disais, je cherchais une bonne raison pour me barrer, tu vois. Et je me disais, si tu pouvais te casser une jambe. Je rêvais de me casser une jambe, tu vois, pour revenir sur une civière en héros, alors que si tu reviens en disant il fait beaucoup trop froid, c'est nul, quoi. Pour le héros, j'étais un peu condamné à l'héroïsme. J'étais passé au journal télévisé d'Yves Mourouzi et Marie-Laure Aubry, il n'y a que les anciens qui s'en souviennent. Les jeunes n'ont même pas l'idée, ça ne dit rien, ça. C'était le journal télévisé, tu vois, sur TF1, bien vu, et j'étais venu avec mon traîneau. Et donc, j'étais condamné à aller au pôle Nord. Et bref. Et donc, tout ça pour dire que ce qui est important, c'est de résister à la tentation de l'abandon. Sur quoi vous êtes interrogé demain? Parce que demain, ils seront interrogés sur qu'est-ce que vous faites demain déjà? L'histoire et physique. Ah, l'histoire et physique. Et la physique, ça porte sur quoi? Sur plein de choses. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous aider, on va essayer, quoi, hein. Les ondes. Elles sont courageuses, parce que demain à 8h, elles sont en décomposition. Mais il faut résister à la tentation de l'abandon. Ça, c'est vrai. Tenir, quoi que l'on entreprenne à la vie, je dis ça pour tout le monde. Si vous avez un jour, vous voyez, une idée, comme moi, c'était le pôle Nord. J'avais l'impression que ma vie allait être guidée par ce passage au pôle Nord. Si vous avez une idée forte comme ça, on a tous en m'a donné une idée, ça vous arrive un truc que tu te dis, ça vous plaît. Vous voyez, quelque chose qui s'est passé, c'est du niveau de la relation amoureuse, vous voyez, il s'est passé quelque chose avec une idée, c'est précieux l'idée. L'idée c'est très précieux, et ça ne veut pas dire que ça va être facile. Mais une idée, c'est quelque chose qui se cultive à partir du moment où vous avez ce sentiment. Vous voyez, quand on a une idée qui vous tient, les lundis ressemblent à des vendredis, vous voyez ce que je veux dire? On y est. Mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Il y a 3 choses qui se présentent à vous. Il faut y consacrer du temps, du travail et de la persévérance. Parce qu'au début, ça y est, on dit c'est ça. Donc c'est la partie sympa. On achète du matos, on s'installe, on a une vision, etc. Puis après on se met au travail et on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué. Si c'est la guitare, on a acheté une guitare, on l'a choisie, ça prend mal aux doigts et tout. Bref, il y a un temps d'apprentissage. Et on est en apprentissage permanent quand on progresse.
Et on progresse par seuil. On avance au début avec l'enthousiasme et puis il y a une première barrière, parce que c'est beaucoup plus difficile qu'on avait imaginé. Il y a un peu de concurrence. Il y en a qui vous disent ça ne sert à rien, ça n'a pas d'avenir. Mais c'est votre idée. Ça, c'est votre capital. C'est très, très précieux. Et donc, il faut s'y accrocher et on progresse par seuil. On progresse par seuil parce que on a toutes les antennes dehors pour capter les informations qui vont pouvoir vous aider à avancer. Puis, à un moment donné, un bon film, hein, quand on va voir un bon film, on ressort, on a la pêche, on a envie de s'y remettre. Quoi, hein. Et bien, c'est ça. Donc, capter tout ce qui peut enrichir le projet. Donc, lire, rencontrer les gens, aller voir un film, n'importe quoi, quelque chose. Et puis, à un moment donné, hop, on progresse par seuil. On est reparti, etc. Et c'est tout le temps comme ça. Moi, quand je parle de mes expéditions, on me dit, mais pour vous, c'est facile, vous êtes passionné. La passion, c'est exactement comme le feu. Si vous ne mettez pas des bûches, ça s'arrête. Et les bûches, elles sont des fois très loin au fond du jardin. Beaucoup plus loin qu'on l'imagine. Donc ça veut dire que c'est une espèce de, pas d'obsession, mais d'attention permanente à essayer d'être tout le temps sur le chemin qui était un chemin de rêve, en fait, un chemin de construction personnelle. Et le pôle Nord, ça a été ça pour moi. Ça a été ce chemin de construction où donc les tentations de l'abandon étaient fréquentes, les risques d'arrêter aussi. Et j'ai réussi, et après 63 jours, je suis arrivé au pôle Nord. Et alors là, l'arrivée au pôle Nord, il n'y a rien au pôle Nord. Hein. Il n'y a pas un panneau au pôle Nord, que dalle. Donc c'est la navigation, c'est rendez-vous au milieu de l'océan, vous voyez. La banquise du pôle Nord, elle se déplace en permanence. Si vous voulez organiser la prochaine réunion au pôle Nord, par exemple, il va falloir se couvrir un peu plus. Mais le temps de la réunion, il va falloir qu'on marche. La banquise se déplace des fois de 2, 3, 5 km par jour. S'il y a du vent, s'il y a du courant, vous voyez. Donc, vous installez au pôle Nord, mais 1 heure après, vous n'y êtes plus. Donc, c'est par la navigation et la connaissance de, on appelle ça l'estime, quand on navigue en bateau, on estime sa position en fonction de la dérive, en fonction du vent, etc. Et là, c'était pareil, j'avais une culture, je connaissais ça, et à un moment donné, à minuit, je me suis dit, il faisait jour, plein jour, je me suis dit, il faisait soleil, je me dis, là, j'y suis. Puis je vais encore marcher 2 heures pour être sûr. Et j'ai continué. Et à un moment donné, je me dis, là, j'y suis. Et je me suis arrêté. C'est un grand moment, une libération. Vous voyez, ces projets, vous avez tous commencé des projets qui sont difficiles, que vous tirez. Un bon projet, il vous pousse, là, de temps en temps, c'est vous qui le tirez. Et à un moment donné, vous réalisez, vous avez clôturé le truc. Et c'est un moment, c'est un soulagement. C'est une libération, vous voyez, c'est obsessionnel, des projets comme ça qui vous tiennent à cœur, mais c'est à ce prix, si vous voulez. Il y a cette récompense, quoi. Et c'était un moment où toutes les cellules de mon corps étaient heureuses, vous voyez, c'est un sentiment de plénitude totale, je parlais au réchaud, je parlais au traîneau, j'étais tout seul. Et c'était un grand moment, je parlais à la glace. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré Armel Lecléache, qui a gagné le Vendée Globe. Et donc, on parlait de l'arrivée, et ils me disent, ce qui est infernal, vous arrivez de 2 mois, ça dure, maintenant le Vendée Globe, je ne sais plus, un truc comme ça. Hein 3 mois, 2 mois. Et donc, c'était pareil, quand vous êtes seul comme ça sur un bateau, il y a une fusion totale, vous connaissez, enfin, vous êtes en osmose totale avec votre bateau. Et tout d'un coup, passer la ligne d'arrivée, c'est une invasion totale du monde, des gens qui montent sur son bateau, qui lui donnent le micro, qui posent des questions, alors que, voilà. Et c'était un choc brutal. Et j'ai dit, moi, si j'ai eu cette chance-là, au pôle Nord, il n'y avait personne. Et donc, j'avais toute une dilatation, si vous voulez, le temps de me dilater totalement, d'apprécier ce que je venais de faire. Et à ce moment-là, je me suis dit, ça va être ma vie. Parce que j'étais équipier avant. Sur Ben Buxis, avec Tabarly, j'étais l'équipier à l'Himalaya partout. J'étais équipier, j'étais médecin, bien sûr, mais bon, je prenais mes heures de bar, mes heures de quart comme tous les marins. Je participais à l'ascension aussi, j'avais un minimum quand même de connaissances d'alpinisme, mais j'étais un équipier. Là, j'étais le boss, j'avais inventé l'histoire, j'avais trouvé les moyens pour la faire, je l'avais réussi, et ça me plaisait beaucoup. Et je me suis dit, ça va être ma vie. Donc j'ai fait construire un bateau après qui s'appelait Antarctica, qui s'appelle Tara aujourd'hui. Je l'ai pendant 10 ans, ce bateau, je l'ai fait construire en 89, mis à l'eau en 89, oui. Et donc j'ai fait beaucoup d'autres expéditions, et beaucoup dans les régions polaires. Une autre expédition qui m'a marqué après le pôle Nord, c'était la traversée de l'Antarctique. Là, j'étais pas seul,
Il était en équipe internationale, on était 6. Il y avait un Russe qui était encore d'Union soviétique, on était en 89. Un Chinois de Chine populaire, un Anglais, un Américain, un Japonais et moi. On l'a fait en 89-90 et il s'est passé quelque chose d'intéressant. Déjà d'aller chercher un Russe en Union soviétique, c'était une ouverture pour moi sur le monde que je n'avais pas imaginé, quoi. Aller chercher un Chinois en Chine populaire, surtout que nous on était une expédition non gouvernementale, mais avec un Chinois et un Russe de cette époque-là, c'était pas non gouvernemental, ça n'existait pas. Donc il y avait toutes les arcades du pouvoir à traverser, c'était très intéressant pour moi. J'ai fait des progrès en anglais aussi. L'anglais. Alors ça c'est un conseil anglais, à fond. Il faut être fluent English. Ça te plaît? Non? Non, ça fait rien, il faut que tu y passes. Mais, non, c'est vrai. Et c'est vrai, il n'y a pas un prof d'anglais dans la salle? Non, donc je peux le dire. L'anglais, c'est pas une langue, c'est un outil de travail. C'est un outil de travail, tu multiplies par 50 ou 100 tes chances de trouver du boulot. Tous les rapports sont en anglais, les congrès sont en anglais, voilà. Si tu dois souffrir, enfin, te fatiguer pour essayer de comprendre et de t'exprimer avec une certaine angoisse parce que tu ne maîtrises pas la langue, tu perds tout l'intérêt d'être là, tu vois. Tu ne vas pas capter l'essentiel d'une réunion. C'est fondamental. Moi, j'ai appris l'anglais au collège technique de Mazamet dans le Tarn, avec un professeur qui n'avait pas dépassé le nord du département. Et il roulait les ailes. Donc, c'était terrible. Donc, je vous donne un exemple de la première leçon, je vous jure que c'est vrai, on s'en souvient parce qu'on en parle régulièrement avec les copains de cette... C'était a cat is an animal, non, forme affirmative. A cat is an animal, repeat after me. Alors c'était... Et on répétait, a cat is an animal, a cat is an animal, a cat is... Puis après il dit, forme interrogative, is a cat an animal? Alors, is a cat an animal? Eh bien, yes! Voilà, voilà, donc j'ai commencé très très loin. Et donc, l'obligation de parler anglais dans ces expéditions m'a fait progresser. Mais il faut que vous parliez anglais. Il faut aller faire, et parler anglais, c'est aller faire à un moment donné un séjour dans un pays anglophone. Et c'est là, jeune comme vous êtes, là, avec un cerveau qui fonctionne bien, vous allez trouver, parce qu'on nous apprend beaucoup la version, la traduction, mais pas très bien la musique. C'est la musique de la langue qui est importante. Vous voyez, moi j'habite pas loin du boulevard de Grenelle, il y a tous les gens qui vont voir la Tour Eiffel, ils arrivent là à Piraquet. Et donc ils sont tous là, les Américains, à boulevard Grenelle. Vous savez, ce boulevard de Grenelle. Bon. Et ils cherchent le boulevard Grenelle. Et donc, moi, je sais qu'ils cherchent le boulevard de Grenelle. Et ils demandent, parce que je les vois, ils demandent en français boulevard Grenelle. Vous connaissez non, boulevard Grenelle. Et donc, j'arrive, moi, il dit, boulevard de Grenelle? Oui, le boulevard de Grenelle. Donc, ils pensent qu'on se fout de notre gueule. Ils croient qu'il l'a bien dit. Vous voyez, boulevard Grenelle. Voilà. Donc, la langue, c'est une musique aussi, quoi. Vous voyez, donc il faut aller l'apprendre là où ça joue la musique. Vous voyez, donc, sincèrement, l'anglais, c'est fondamental. Tu as compris, hein? Tu ne peux pas y échapper. C'est un outil de travail. Donc cette expédition internationale m'avait beaucoup aidé et il s'est passé des choses intéressantes. Donc je l'ai fait avant 89, 90, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de téléphone, donc j'avais une radio en ondes courtes, de radio amateur, et je captais RFI, je captais BBC World, j'ai capté. Et en 89, s'est passé une chose, c'était l'effondrement du mur de Berlin, la fin du monde soviétique, avec Viktor Boyarsky, donc qui était soviétique, et donc il venait sous ma tente le soir, on essayait de capter un peu, et il a vécu en direct, si vous voulez, quand on avait de l'information. Et je me souviens, Victor, il disait, il comprenait ce qui se passait, puis il me disait, tu ne peux pas imaginer pour la jeunesse, le monde communiste pour la jeunesse, on a eu une jeunesse où on était gâtés, on avait tout était fait pour la jeunesse, donc il se souvenait de ça. Il n'était pas idiot, il avait vu la dérive qui avait été prise. Ça, c'était le russe, le soviétique, qui était les partis soviétiques, l'arrivée russe. Mais un autre truc aussi violent, c'était que le Dalai Lama était prix Nobel de la paix. Et ça, le Chinois ne l'a pas accepté. Et c'était plus fort. Il me dit, mais vous ne vous rendez pas compte, vous êtes en Occident, vous ne savez pas l'histoire. Le Tibet appartient à la Chine depuis des millénaires. Voilà, donc on était resté très correct. Il n'y a pas eu de conflit, on était ambassadeurs, un peu, c'était intéressant. Et donc pour moi, c'était une ouverture sur le monde. Quand on
on appréhende toujours d'entrer dans des projets internationaux, d'aller vers quelque chose, notre pays, un truc comme ça. Et dès qu'on y va avec quelque chose que l'on a en commun, un travail, un projet, les choses sont tellement limpides tout d'un coup, on est très ouvert. On était deux partantes et on changeait tous les mois de partenaire, de manière à ce qu'on s'échange. Donc petite tente, des fois on restait 3-4 jours sous la tente à cause du blizzard bloqué. Et donc petite tente, là vous avez en face de vous le chinois qui a 40 cm, et pendant 3-4 jours on mange et on parle un peu. Puis des fois vous dites, peut-être je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit là, quoi, parce que c'est pas possible qu'il m'ait dit un truc pareil. Et donc il y a une espèce de tolérance qui s'était organisée entre nous. Ça a été un moment très fort. Et cette année-là est une année importante. L'effondrement du mur de Berlin, le Dalai Lama a pris nouvelle de la paix, il y a un vent de paix mondial qui souffle. C'était en fin 89, l'apaisement Et donc Paris Match nous avait demandé d'envoyer la photo du pôle Nord au pôle Sud. Au pôle Sud, on a fait une photo, donc les 6 drapeaux, japonais, surtout chinois, américains, soviétiques, etc. Donc il y avait encore le vieux drapeau. Et on fait cette photo au pôle Sud, et Paris Match la demande, donc il y a une base américaine au pôle Sud, on se débrouille pour donner les pellicules, etc. La photo arrive, on devait faire la couverture, c'était la fin de l'année, c'était l'année d'ouverture sur le monde, la paix dans le monde, tu vois. Yves Montand et papa. Et ben c'est lui qui a fait la couverture. Et voilà, hein. C'est la vie. Et donc, c'est pour vous faire votre culture par rapport à la presse people. Quoi. Et donc on est arrivé de l'autre côté, bien sûr, la terre. Et j'ai continué de nombreuses années à monter ces projets. J'avais oublié l'intitulé de la conférence, vous l'avez rappelé, les régions. Voilà, donc j'y arrive. Quand on fréquente les régions polaires, on est vite, si vous voulez, un peu l'ambassadeur, le porte-parole, le témoin du réchauffement climatique. On y vient. Le réchauffement climatique est une réalité. Ce n'est pas une valeur de discussion populaire. Vous voyez, on a perdu beaucoup de temps en faisant un sujet de débat populaire. Deux personnes qui vont aller demain matin, peut-être pas demain matin, acheter la baguette de pain. Salut, ça va? T'as vu le temps qu'il fait? Les deux mamelles de la conversation, la santé et le temps qu'il fait, à la base de l'échange. Il suffit qu'au mois de mai, juin, il fasse froid, vous voyez, et l'un qui va dire qui croit au changement climatique. Et moi, tu as raison, peut-être j'y crois pas trop, moi, etc. Ça ne se discute pas, ça ne se perçoit pas. La planète s'est réchauffée de 1 degré en un siècle. La température moyenne s'est élevée de 1 degré en un siècle. Ça ne se perçoit pas. On perçoit des variations de température entre l'été, l'hiver, le matin, le soir, etc. L'élévation d'une température moyenne de 1 degré en un siècle, ça ne se perçoit pas. Donc déjà, en faire un sujet populaire, c'était une erreur. Il fallait l'arrêter tout de suite, ce dérapage dans la conversation. Et alors en plus, les hommes politiques étaient un peu embarrassés avec ça, ou d'une manière générale, on disait, moi je crois au changement climatique. Le réchauffement, je ne sais pas. Le changement climatique est la cause et la conséquence, si vous voulez, plutôt du réchauffement, de ce petit réchauffement. On a cru aussi pendant un moment qu'on pouvait envoyer tout dans l'air, dans l'atmosphère. C'était absolument géant, qu'on pouvait, ce sentiment qu'on envoyait des fumées dans le cosmos, vous voyez. En fait, pas du tout. L'atmosphère, c'est un truc tout petit. Vous partez du centre de rotation de la Terre. Hein, centre de rotation de la Terre. Vous faites 6500 km. Vous faites 6500 km, vous arrivez à Étampes. Hein, vous allez traverser le rayon de la Terre. Les 10 derniers kilomètres, c'est l'atmosphère. Les 10 derniers kilomètres, c'est la troposphère. La composition de l'atmosphère, c'est la même composition que dans cette salle. 79% dans cette salle-là, c'est de l'azote. Ça n'a aucun effet de serre. Il y a 20% d'oxygène. C'est ce qui nous fait vivre, qui nous maintient en vie. Il reste 1%. Le reste, il y a la vapeur d'eau, il y a d'autres choses là. Et là-dedans, la composition de l'atmosphère, le gaz carbonique, qui est le principal gaz à effet de serre, c'est 0,03%. Donc quand on parle de carbone, de gaz carbonique, on a l'impression que
c'est un gaz rare qui agit à l'état de trace, il est très puissant. Et le CO2 qu'il y a dans l'atmosphère, il est responsable de l'effet de serre naturel. Sans CO2 autour de la planète, on ne serait pas là. Parce que sans effet de serre, la température moyenne de la surface de la Terre serait restée à moins 18. À moins 18, on n'existerait pas. Les cellules, la vie n'aurait pas existé. Ça vous parle ce que je dis là? Vous l'avez étudié, non? Cet après-midi? Oui. Je n'ai pas dit de bêtises? Bon. Attention, j'ai un jury. Mais ça va. Mais vous avez fait l'effet de serre cet après-midi ou le... On a une conférence sur le réchauffement climatique. Avec qui? Alain Mazot. Ah oui, il est bon. Donc c'est une répétition. Donc la planète, le gaz carbonique, c'est un gaz à effet de serre très puissant. L'effet de serre naturel lié à ce gaz carbonique, donc il est naturel. Ce que l'on fait à l'heure actuelle, on installe un double vitrage au gaz carbonique. On renforce cet effet de serre. Donc le rayonnement solaire descend, traverse l'atmosphère, réchauffe la Terre, et le rayonnement dû au réchauffement de la Terre est piégé, comme sous la serre du jardinier, comme dans une chambre. Quand vous avez les fenêtres fermées, que le rayon du soleil traverse, il fait chaud dans la pièce, ça se réchauffe petit à petit. C'est ça l'effet de serre. Donc, à l'heure actuelle, il y a une augmentation progressive de l'effet de serre qui est la cause de tous ces dérèglements climatiques. Alors, les régions polaires sont touchées, le nord est touché, ça vous le voyez, on en parle tous les ans. La banquise qui recouvre l'océan régresse en surface, elle régresse en épaisseur. De l'autre côté, il y a une perte de plus en plus abondante de masse de glace qui vient apporter de l'eau douce, de l'eau à la mer, donc fait monter le niveau. Aujourd'hui, 93% de l'excès de chaleur est absorbé par l'océan. Il vous l'a dit ça aussi? 93%, c'est important, de l'excès. L'air n'a aucune capacité de stockage. L'air véhicule de la chaleur, il la porte, mais il ne la stocke pas. C'est l'océan qui stocke 93% de l'excès de chaleur. Donc tous les corps que l'on chauffe se dilatent. Donc la surface de l'océan monte par dilatation et aussi par l'apport d'eau douce qui vient des glaciers et des calottes polaires, du Groenland et de l'Antarctique. Donc aujourd'hui, on assiste à une érosion des côtes. Vous le savez, vous le voyez, il y a une érosion progressive. L'élévation moyenne du niveau de l'océan, c'est 3,2 mm par an. 3,2 mm par an d'élévation du niveau. Donc ça monte petit à petit, donc érosion des côtes. Ça vient éroder les plateformes de glace flottantes qui se cassent, qui forment d'énormes icebergs, etc. Donc il y a une perturbation sérieuse de cette machine climatique. La machine climatique, si on veut la résumer d'une manière simple, c'est l'échange entre la chaleur des tropiques qui est constante et le froid des deux pôles. Il fait chaud tout le temps sous les tropiques, été comme hiver, et il fait froid aux régions polaires. Et la Terre, elle va toujours dans le sens de l'équilibre dans la nature. Donc il y a un échange permanent entre cette chaleur tropicale et le froid des pôles. Et la Terre, elle a deux fluides exactement qu'on peut avoir dans la maison. Elle a un premier fluide qui sont les courants atmosphériques assez rapides, si vous voulez, qui conditionnent la météo. Ce sont des mouvements, des évacuations de chaleur rapides, forment des petits caissons comme ça, parce que l'air chaud monte, il se déplace, il redescend sur les zones plus froides, etc. Par caissons comme ça, il y a un échange. Et le deuxième fluide, c'est l'océan. Vous voyez, par exemple, le Gulf Stream, notre courant dans l'Atlantique, il prend la chaleur de la Caraïbe et il va l'amener vers le Groenland. Je le fais pour vous. Non, je le fais pour vous. La Caraïbe est là. Je vous explique. Ici, c'est l'Afrique, le nord de l'Afrique, et vous avez l'arc caribéen de l'autre côté, la Floride. Vous avez les alizés. Les alizés, ce sont ces vents qu'on appelle en anglais les trade winds, c'est-à-dire les vents du commerce. Ce sont des vents qui soufflent en permanence de l'Afrique vers l'arc caribéen. Et donc, ces alizés poussent les eaux chaudes de surface. Il fait chaud, donc ces eaux chaudes de surface sont poussées par les alizés et elles vont s'accumuler de l'autre côté, au niveau de la Floride, au niveau de la Caraïbe. La Caraïbe, c'est une vraie digue en fait. Ce sont des îles volcaniques, vous voyez, donc qui sont nées
du plancher océanique. Voilà. Et donc c'est une vraie ligne. Et la chaleur est poussée comme ça, elle vient s'accumuler le long de la chaîne caribéenne. Et donc régulièrement, tout le temps, depuis toujours, il y a eu ce qu'on appelle des tempêtes tropicales, une évaporation énorme de cette accumulation de chaleur. Et si vous allez en Martinique ou en Guadeloupe, ils connaissent ça par cœur, tout d'un coup, il pleut des grosses pluies d'hiver, il y a du vent, etc. Ça dure quelques heures, peut-être une journée, plus. C'est l'océan qui évacue son excès de chaleur. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus d'eau chaude qui s'accumule sur la Caribéen. Et aujourd'hui, on considère que quand vous avez une température d'eau à 27 degrés sur une épaisseur de 50 mètres, là, vous avez une bombe thermique. Vous avez tous les ingrédients qui sont là pour faire un cyclone, avec des grandes évaporations, etc. Et donc, les cyclones, c'est le stade au-dessus, si vous voulez, de la tempête tropicale. Et donc, on peut s'attendre, avec cet excès de chaleur qui est accumulé par l'océan, qui est poussé vers la Caraïbe, à une multiplication des cyclones en intensité et en fréquence. C'est la même chose de l'autre côté de l'Amérique. On voit les cyclones qui sont en Indonésie de l'autre côté, en Asie. C'est la même chose. C'est ces mêmes courants qui s'ouvrent vers là-bas. Donc, on assiste petit à petit à des dérégulations climatiques. On a changé le cycle de l'eau. Vous avez des endroits où il ne pleut plus. Vous avez des sécheresses énormes. En Afrique du Sud, par exemple, des sécheresses très importantes en Afrique du Sud, en Asie du Sud-Est. L'année dernière, mais ça va recommencer cette année, le président Trump avait dit qu'il faisait très froid à New York, très froid à Montréal. Il va refaire très froid à Montréal et très froid à New York. C'est du climat continental qui est en train aussi de s'accentuer. Il va faire très froid. Et donc il va dire comme d'habitude, on parle de réchauffement climatique, regardez comme il fait froid. Il oublie de dire une chose, c'est qu'effectivement, au même moment en Afrique du Sud, comme je vous dis, en Australie, en Asie du Sud-Est, il y a des sécheresses énormes, il y a des manques de pluie importants. Le Cap, la ville du Cap, a des sérieux problèmes d'approvisionnement en eau. Donc, il y a une dérégulation qui se fait à l'échelle de la planète. Alors, que nous disent les régions polaires? Ce sont les témoins de ce réchauffement, et en même temps, elles sont des acteurs, comme je l'ai expliqué, donc elles participent à cet équilibre climatique. Elles sont des témoins visuels aujourd'hui du réchauffement, et en même temps, elles apportent le témoignage de la signature humaine, parce qu'on fait des carottes. Hein? Vous en avez parlé de ça, des carottes, hein? Vous avez tout vu alors. Hein? Mais non. Des carottes, mais vous voyez ce que c'est? On fait des carottes dans la glace, à la fois en Antarctique et au Groenland. Et cette masse de glace, l'Antarctique dont je vous parle depuis tout à l'heure, le pôle sud, c'est l'Antarctique. C'est un continent. C'est grand comme 28 fois la France, en surface. 28 France, et vous mettez dessus 2,5 km de glace moyenne, 2500 mètres de glace sur 28 France. Ça, c'est la taille du glaçon en Antarctique, au pôle sud, géant. Alors on dit quand l'Antarctique aura fondu, on aura des problèmes. Je crois qu'on aura disparu le jour où l'Antarctique aura fondu, il y en a pas un moment. Et alors, cette glace-là, elle contient l'histoire du climat de la Terre. Quand il neige, la surface, vous avez de la poudreuse, une neige légère, parce c'est un tapis de cristaux de glace, de neige sur de l'air. C'est un tapis, c'est léger, et ça se transforme, ça se tasse. Et les petites bulles d'air qui sont emprisonnées, elles vont se tasser, elles vont rester là, elles vont devenir prisonnières dans la glace. Alors si vous faites un cylindre comme ça, on appelle ça des carottes, vous descendez profond, aujourd'hui on est à presque 1000 mètres de profondeur, on a 3000 mètres de profondeur, on est à 3000 mètres aujourd'hui les carottes, ça nous donne à peu près l'histoire du climat sur 1 million d'années. Et qu'est-ce qu'on voit? En analysant les petites bulles d'air qui sont au fond, qui ont 1 million d'années, etc. Sur la durée, qu'est-ce qu'on voit? On voit ça. On voit que la Terre, elle a sa vie propre. Elle a des alternances de périodes glaciaires, froides, interglaciaires, chaudes. Vous voyez? On le voit. C'est ce qu'on appelle les lois de Milankovitch, c'est que la Terre ne tourne pas tout à fait rond sur son axe. Bref, ça dérégule un peu la quantité de soleil qui est captée par les régions polaires. Et donc on se rend compte que la Terre a sa vie propre. Et on va aujourd'hui, naturellement, vers une période de réchauffement climatique lent, normal, mais sur des milliers d'années. Et donc quand on regarde la courbe qui fait ça, comme ça, on voit qu'on va vers du réchauffement.
Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit en ce moment depuis un siècle? Là, la température qui monte brutalement, la teneur en CO2 de l'atmosphère qui monte, et qui est contemporain du début de l'ère industrielle où on a commencé à consommer beaucoup de charbon et donc émettre beaucoup de CO2. Donc, la Terre, elle a sa vie propre. Et aujourd'hui, nous sommes effectivement des acteurs de cette dérégulation. On n'avait jamais imaginé que l'homme pouvait, par ses activités, changer la composition de l'atmosphère. La première constatation que l'homme est capable de changer la composition de l'atmosphère, c'est avec le trou dans la couche d'ozone. Vous vous souvenez, ce trou dans la couche d'ozone, c'est lié aux émissions de CFC, les chlorofluorocarbones, qui sont dans les gaz que l'on utilise pour les réfrigérants, pour les bombes aérosols, des choses comme ça. Et donc, une chimiste, Suzanne Solomon, qui est directrice de la chimie de l'atmosphère au MIT, a découvert effectivement que les CFC, dans une ambiance très froide comme il y a au-dessus du pôle sud, pouvaient être, le chlore était destructeur de l'ozone. L'ozone c'est O3, l'oxygène c'est O2, donc l'ozone c'est O3. Et cet ozone, c'est un filtre absolument indispensable à la vie. C'est-à-dire l'ozone arrête les rayons ultraviolets qui seraient nocifs pour nous. Donc cet ozone-là, on en a absolument besoin. Et il était détruit dans des conditions spéciales de grand froid, et donc au-dessus de l'Antarctique. On s'est aperçu de ce trou sur l'Antarctique. Heureusement, il n'y a pas grand monde qui vit là-bas, mais on s'est rendu compte que, effectivement, l'homme, par ses activités, par la production de CFC, les chlorofluorocarbones, était capable de changer la composition de l'atmosphère. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu cette constatation, le diagnostic a été posé, le traitement c'était de trouver des gaz, d'autres gaz si vous voulez. Donc c'est ce qui a été fait, ils ne sont pas parfaits, mais c'est d'autres gaz qui sont utilisés. Et aujourd'hui on se rend... Alors les grands chimistes, je dis les grands, il y a une dizaine d'entreprises de chimie sur la planète se sont réunis pour dire stop, on arrête ça et on va prendre des produits de substitution. C'était une convention qui a été signée à Montréal et depuis, le trou dans la couche d'ozone régresse, si vous voulez, donc le traitement est petit à petit efficace. Donc, constat 1, l'homme est capable de changer la composition de l'atmosphère. Deuxièmement, si on prend les bonnes mesures, on est capable de revenir au point de départ. Le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que le CO2, le gaz carbonique, le dioxyde de carbone, qui est le responsable donc du réchauffement climatique, il est partout, à l'état de trace aussi, mais nous sommes chacun émetteur par nos activités. Et donc c'est tous les habitants de la planète qui sont producteurs, plus ou moins, de manière plus ou moins importante. Donc, et ça touche quelque chose d'essentiel, qui est l'énergie. C'est essentiel l'énergie. Sans eau, si vous voulez, sans eau c'est la guerre, et sans énergie c'est la misère. On ne peut pas se passer d'énergie, si vous voulez. Le problème, c'est qu'effectivement, on utilise beaucoup les énergies fossiles. Alors, l'ennemi numéro 1, ça a commencé par le charbon, et ça reste toujours le charbon. C'est le plus gros émetteur de gaz carbonique à la combustion dans les centrales de production d'électricité à flamme. Donc pour nous, Français, le charbon, c'est un peu l'histoire ancienne, quoi. C'est les corons, c'est Zola, la mine, il y a des musées de la mine, mais le monde marche au charbon. La Chine marche au charbon, l'Inde marche au charbon, l'Allemagne marche au charbon. 54% de l'électricité en Allemagne est produite avec les centrales thermiques au charbon. L'Allemagne a repris l'exploitation de ses mines de lignite et elle achète le charbon aux États-Unis. Les États-Unis n'ont plus besoin du charbon parce qu'ils sont passés au gaz de schiste et ils continuent à exploiter la mine. Donc ils revendent le charbon. La Pologne, c'est intéressant. La COP24 qui est en Pologne, on n'est pas arrivé à grand-chose, si vous voulez, parce que 94%, maintenant c'est 80%, ils ont réduit la part du charbon dans leur production d'électricité, mais 80% de l'électricité de Pologne est produite avec le charbon. Donc allez dire à la Pologne, stop maintenant avec le charbon, dire le pays meurt, vous voyez ce que je veux dire, une grosse activité, la grosse part de l'économie de la Pologne repose sur l'énergie qu'ils tirent de l'exploitation du charbon. Donc c'est un sujet qui est extrêmement complexe, qui va prendre du temps, mais comme toutes les maladies chroniques, c'est une maladie chronique, vous voyez, elle a pris 1 degré la Terre. C'est un peu comme 37 et notre température normale, elle a pris 1 degré, donc elle a 38. Vous voyez, quand on a 38, on n'est pas bien. La Terre, elle n'est pas bien là. Et on va aller vers de plus en plus de conséquences. Et donc, il faudrait être
actif dès aujourd'hui. Alors comment est-ce qu'on peut être actif? Isoler l'habitat. Il faut limiter la consommation d'énergie. Ça, c'est la base. Mais partout où l'on peut, sur l'habitat, isoler l'habitat, sur les transports, limiter les transports individuels, faire du blablacar, les transports en commun. Et en même temps, on se dit, mais c'est un peu dérisoire. C'est un peu dérisoire. Mais il faut se mettre dans le mouvement. Chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. On a tous une zone d'influence et il faut être efficace sur une zone d'influence. Je donne un exemple où on n'est pas efficace, c'est quand on dit qu'il faut petit à petit, il faut mettre d'un côté des énergies renouvelables, solaire, thermique, éolien, etc. Et puis, on a une autre ressource énergétique qui est l'atome. Mais il faudrait limiter celle du milieu, là, qui est quand même d'une densité importante, les fossiles. Ça veut dire une acceptabilité d'avoir des éoliennes quelque part dans ces champs. C'est compliqué en France. Là, on m'a coupé. Il y a un complot. Il y a un complot. J'arrive sur les sujets sensibles. C'est général, hein? Hein? C'est général, le complot. Ah, c'est des guides, hein? C'est possible. Ah. Bon. On a résolu le problème. Donc voilà, ça va mieux. On peut trouver que c'est dérisoire ce que l'on entreprend, mais c'est important d'être des acteurs pour vous, pour ceux qui vous entourent, pour les jeunes qui vous entourent. C'est important, il faut créer ce gène environnemental. Et j'ai remis il n'y a pas très longtemps le diplôme d'ingénieur de l'INSA, c'est une école d'ingénieurs, de fin d'année. Et donc, j'ai parlé un peu avec eux. Ils ont déjà le gène environnemental. Ça me fait tellement plaisir. Ils ont 23, 24, 25 ans. Ils sont déjà entrés dans la vie courante. Donc, ils sont en fin d'études. Je remettais là. Et tous ont ils ont la conscience que chaque action que l'on fait a des conséquences. Et j'étais très, très touché par le fait que déjà, ils sont tous sensibilisés. Donc, moi, je fais partie d'une génération. Moi, je suis dans un village dans le Tarn, si vous voulez, on n'avait pas l'eau courante, on n'avait pas le tout à l'égout et tout était mis sur les bords de la rivière, tu vois, et puis on mettait le feu, ça brûlait, il y avait des rats, mais ça, c'était normal, tu vois ce que je veux dire. Donc quand même, ça avance, ça progresse, et c'est important par contamination d'avoir des actions favorables pour la nature. Ça va? Si vous avez des questions, je vais boire un coup. Si vous avez des questions, oui. Mais vous savez tout déjà. Ah, vous avez préparé des questions? Oui, on va passer aux questions.